Au cœur des Alpes de Haute-Provence, le hameau du Haut-Vernay est une enclave de tranquillité pastorale. Un petit village de seulement 25 âmes, perché à 1200 mètres d'altitude, où le temps semble s'écouler plus lentement. Ce décor idyllique, presque figé, sert pourtant de toile de fond ironique à l'un des mystères les plus sombres et déconcertants de l'histoire récente de la France. Ce n'est pas un lieu étranger à la tragédie. Avec un meurtre en 2008 et le crash de l'avion de la Germanwings en 2015, dont les débris ont jonché les montagnes avoisinantes, certains de ses habitants le décrivaient comme maudit, un sentiment qui allait être tragiquement approfondi. L'isolement qui faisait autrefois son charme est devenu le symbole d'un mystère impénétrable. C'est ici que, le 8 juillet 2023, Émile Soleil, un garçonnet de 2 ans et demi aux cheveux blonds et aux yeux marrons, a disparu alors qu'il passait les vacances d'été dans la maison de ses grands-parents maternels. Ce qui a commencé comme une alerte urgente pour un enfant disparu s'est rapidement transformé en une enquête criminelle complexe pour enlèvement, séquestration et finalement meurtre. Une affaire qui a choqué la nation et captivé l'attention du monde. L'État a dû mobiliser des ressources financières considérables, un investissement massif en temps et en hommes pour tenter de percer le silence des montagnes. Ce documentaire retrace la chronologie des événements, depuis les derniers instants où Émile a été vu, jusqu'à la découverte macabre de ses ossements 9 mois plus tard. Il analyse les preuves scientifiques qui ont transformé l'enquête et explore les multiples hypothèses que les enquêteurs ont poursuivies, avec un accent particulier sur la piste familiale, aussi sensible que complexe. L'objectif est de fournir l'analyse la plus complète possible d'une affaire qui, malgré des efforts colossaux, demeure à ce jour une blessure ouverte, une énigme non résolue. Si des histoires comme celle-ci vous interpellent et que vous souhaitez soutenir un journalisme d'investigation indépendant qui prend le temps de creuser en profondeur, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Le matin du 8 juillet 2023, la journée s'annonçait comme une journée d'été typique au Haut-Vernay. Marie Soleil, la mère d'Émile, avait confié son fils aux soins de ses parents, Philippe et Anne Vedovini, dans la résidence secondaire familiale. La maison était pleine de vie. Une grande réunion de famille était en cours, rassemblant 8 des 10 enfants des Vedovini, des oncles et tantes d'Émile, âgés de 7 à 18 ans. Une atmosphère de vacances, animée et forcément un peu chaotique. Les parents d'Émile, Marie et son mari, Colomban Soleil, n'étaient pas présents au hameau au moment précis de la disparition, ayant quitté les lieux plus tôt. Vers 7 heures soir, alors que la chaleur de l'après-midi commençait à décliner, Émile jouait dans le jardin de la propriété. Son grand-père, Philippe, s'apprêtait à une tâche agricole, clôturer un pré pour ses chevaux. Il chargeait des piquets et du fil électrique dans sa voiture. C'est dans ce bref intervalle, cette fenêtre de quelques minutes où l'attention des adultes était partagée entre les préparatifs et la surveillance des nombreux enfants, qu'Émile a été vu pour la dernière fois par un membre de sa famille. Peu de temps après, 2 voisins, des témoins extérieurs à la famille, ont déclaré avoir aperçu l'enfant à distance. Il marchait seul dans l'unique rue escarpée qui descend de la maison. Il portait un haut jaune, un short blanc et des chaussures de randonnée. Ce serait le dernier signalement confirmé d'Émile en vie. Une image fugace, celle d'un petit garçon explorant son monde, qui allait devenir le point de départ d'un cauchemar national. Après avoir constaté son absence et l'avoir cherché frénétiquement par leurs propres moyens pendant environ 45 minutes, les grands-parents, en proie au désespoir, ont contacté la gendarmerie à 18h12. Cet appel a officiellement déclenché l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire récente de la France, un déploiement dont le coût humain et matériel serait immense.
La réponse des autorités et de la communauté a été immédiate et massive. Dès la première nuit, les recherches ont couvert une zone de 12 hectares autour du lieu de la disparition. Dans les jours qui ont suivi, l'opération a pris une ampleur spectaculaire, mobilisant une force impressionnante allant jusqu'à 800 personnes. Des dizaines de gendarmes, des soldats, des pompiers, des membres de la Légion étrangère et des centaines de volontaires civils venus de toute la région ont convergé vers le petit hameau, transformant sa quiétude en un centre d'opération bourdonnant d'activité. Pour couvrir le terrain accidenté et impitoyable des Alpes, une technologie de pointe a été déployée. Des hélicoptères, certains équipés de caméras thermiques capables de détecter des signatures de chaleur, ont survolé la zone sans relâche. Des drones ont cartographié le terrain d'en haut, offrant une perspective que l'œil humain au sol ne pouvait avoir. Au sol, les équipes cynophiles spécialisées ont joué un rôle crucial. Des chiens de race Saint-Hubert, réputés pour leur flair exceptionnellement aiguisé, ont été mobilisés pour tenter de suivre la piste de l'enfant. C'est précisément le travail de ces chiens qui a révélé la première grande anomalie de l'affaire. Les équipes canines ont réussi à suivre l'odeur d'Émile depuis la maison des grands-parents, descendant la ruelle sur une distance d'environ 50 mètres. Et puis, brutalement, plus rien. La piste s'est volatilisée à cet endroit précis. L'interruption abrupte de l'odeur sur une route accessible aux véhicules était un indicateur puissant que l'enfant n'avait pas continué à pied. Un enfant de 2 ans qui s'éloigne seul laisserait une trace continue. La conclusion la plus logique, partagée par des experts comme le général Jacques-Charles Fonbonne, était qu'Émile avait été placé dans un véhicule à ce point exact. Cette découverte, faite dès les premiers jours, a fondamentalement sapé l'hypothèse d'une simple disparition accidentelle, comme un enfant qui se perd dans la forêt, et a introduit dès le début la forte probabilité de l'intervention d'un tiers, que ce soit dans le cadre d'un enlèvement délibéré ou d'un accident de la route avec dissimulation du corps. C'était la première preuve objective qui pointait vers un acte criminel, transformant une recherche désespérée en une enquête pleine de suspicions. Après 4 jours de recherches acharnées qui ont couvert un total de 97 hectares sans trouver le moindre indice, le moindre bout de tissu, la moindre trace d'Émile, les autorités ont pris une décision stratégique. Les recherches à grande échelle avec des volontaires ont été suspendues. L'opération a changé de nature, passant d'une mission de sauvetage à une enquête technique et forensique. Le village a été bouclé, l'accès strictement contrôlé. L'enquête, qui avait débuté comme une disparition inquiétante, a été officiellement requalifiée en enquête criminelle pour enlèvement et séquestration. Plus tard, à mesure que de nouvelles preuves émergeraient, la qualification serait élargie pour inclure homicide volontaire. La chasse à Émile s'est transformée en une chasse à son ravisseur potentiel. Les enquêteurs se sont plongés dans une analyse massive de données, une tâche titanesque. Utilisant le logiciel spécialisé Anacrim, ils ont commencé à croiser des milliers d'informations, les 1200 messages laissés sur la ligne d'assistance dédiée, les plaques d'immatriculation de tous les véhicules ayant circulé dans la région et, de manière cruciale, les données de près de 1600 téléphones portables qui avaient borné sur les antennes relais du Haut-Vernay dans l'après-midi de la disparition. Chaque numéro, chaque appel, chaque connexion de données a été examinée. Cette phase a marqué la transition d'une recherche physique sur le terrain à une chasse numérique et analytique, dans l'espoir qu'un schéma, une anomalie, une connexion inattendue dans cette montagne de données puisse enfin révéler une piste tangible. L'investissement en ressources analytiques était à la hauteur du mystère, colossal. Nous arrivons à un point crucial de l'enquête, où l'espoir de retrouver Émile vivant s'amenuise et où la science prend le relais. Avant de plonger dans les détails forensiques qui ont tout changé,
Si vous trouvez de la valeur dans cette analyse détaillée, pensez à laisser un like. C'est un geste simple qui ne coûte rien, mais qui représente un investissement précieux pour la visibilité de notre travail. De juillet 2023 à mars 2024, un silence pesant s'est installé sur l'affaire. L'enquête s'est poursuivie, loin des yeux du public, sans avancée significative communiquée, ce qui n'a fait qu'accroître l'angoisse de la famille et alimenter les spéculations médiatiques. Chaque jour qui passait rendait l'attente plus insupportable. En août 2023, la famille Soleil s'est constituée partie civile dans la procédure. Une démarche juridique leur donnant accès, via leur avocat, au dossier d'instruction, dans l'espoir de trouver des réponses que les enquêteurs ne leur fournissaient pas. C'était un moyen pour eux de devenir des acteurs de l'enquête, de ne pas subir passivement le cours d'une justice qui semblait piétiner. L'impasse a été rompue de la manière la plus choquante qui soit, le 30 mars 2024. Une randonneuse qui parcourait un sentier forestier escarpé avec un dénivelé d'environ 30% a trouvé un crâne humain. Le lieu de la découverte se situait à environ 1,7 km. Des questions ont surgi. Cette zone avait déjà fait l'objet de recherches exhaustives, de battues, de survols par hélicoptère et même d'une coupe d'arbres dans les mois précédents. Comment était-il possible que les restes n'aient pas été trouvés avant ? L'idée qu'ils aient pu être manqués semblait peu probable, alimentant immédiatement la thèse d'un dépôt récent. La confirmation est tombée le lendemain, rapide et sans appel. Des tests ADN, réalisés en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, appelé ICRGN, ont établi sans l'ombre d'un doute que les ossements appartenaient à Émile Soleil. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe, mettant fin à 9 mois d'une attente insoutenable pour la famille, mais ouvrant la porte à une nouvelle série de questions angoissantes. La découverte a déclenché une nouvelle phase frénétique de l'enquête. Des dizaines de gendarmes, y compris des experts en anthropologie et en criminalistique, les experts en blanc, ont été mobilisés sur le site qui a été gelé. À environ 150 mètres de l'endroit où le crâne a été trouvé, les enquêteurs ont découvert d'autres vestiges. Les vêtements qu'Émile portait le jour de sa disparition, son t-shirt, ses chaussures et son short, dispersés sur une superficie de quelques dizaines de mètres. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, est devenu la figure centrale de la communication des résultats forensiques, des résultats qui ont radicalement changé le cours de l'enquête. Les conclusions des experts de l'IRCGN étaient révélatrices et pointaient sans équivoque vers un scénario criminel complexe. Traumatisme facial violent. L'analyse du crâne a révélé la présence de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Cette conclusion était capitale. Déplacement des restes. Les expertises ont conclu que les vêtements et les os ont été transportés et déposés peu avant leur découverte sur le site. État de décomposition. Les experts ont affirmé que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt et que le corps n'est probablement pas resté au même endroit pendant tout le processus de décomposition. Lésions post-mortem, de petites fractures et des marques de morsures, probablement causées par des animaux après la mort, ont été identifiées sur le crâne. Cependant, ces lésions secondaires n'expliquaient pas la cause du décès. La combinaison de ces découvertes a formé un récit cohérent et profondément troublant. Le traumatisme violent indiqua un événement fatal non naturel. Le déplacement des restes prouvait une dissimulation et une manipulation délibérée de la scène de crime. Le fait que le corps ne se soit pas décomposé à l'intérieur des vêtements suggérait un acte de mise en scène où les vêtements ont été plantés près des os des mois plus tard. Ensemble, ces preuves ont rendu l'hypothèse d'un simple accident, comme une chute, beaucoup moins probable qu'un acte intentionnel d'homicide suivi d'un effort calculé et prolongé pour cacher le crime.
C'est cette triade forensique qui a donné au procureur la base pour affirmer que l'intervention d'un tiers est la seule certitude, et pour concentrer l'enquête sur l'homicide volontaire et la dissimulation de cadavres. La science venait de confirmer ce que l'instinct des enquêteurs suggérait depuis la disparition de la piste des chiens. Un crime avait été commis. Avec les révélations de l'expertise, plusieurs des hypothèses initiales ont perdu de leur force ou ont été complètement écartées. La théorie d'un accident par chute, initialement considérée comme plausible dans cet environnement montagneux, est devenue improbable. Un traumatisme facial violent n'est pas cohérent avec le type de blessure attendue d'une simple chute pour un enfant de cet âge et de cette taille. L'hypothèse d'une attaque animale, spécifiquement par un loup, qui était populaire parmi les habitants et alimentait les peurs locales, a également été analysée. La présence de loups dans la région est un fait, et les marques de morsures sur les os sont compatibles avec l'action de charognards post-mortem. Cependant, cette théorie échoue à expliquer les faits cruciaux de l'affaire. Il n'y a pas eu d'attaque mortelle de loups enregistrée en France depuis plus d'un siècle, et, plus important encore, une attaque animale n'explique ni la disparition abrupte de la piste des chiens près de la route, ni le déplacement délibéré ultérieur des restes. L'animal n'aurait pas non plus déshabillé l'enfant avant de disperser ses vêtements. Deux hypothèses criminelles principales restent au centre de l'enquête. Homicide involontaire, accident de la route. Cette possibilité reste ouverte. Dans ce scénario, un conducteur aurait pu heurter Émile accidentellement, ce qui serait compatible à la fois avec le traumatisme facial violent et la disparition de la piste près de la route, et, pris de panique, aurait dissimulé le corps pour échapper aux conséquences judiciaires et financières. Le déplacement ultérieur des restes, des mois plus tard, pourrait être une tentative désespérée d'éloigner les soupçons du lieu original de l'accident, peut-être parce que le lieu de dissimulation initial était devenu trop risqué. Enlèvement et homicide volontaire. C'est l'hypothèse la plus grave et celle que l'enquête privilégie désormais. Elle implique qu'Émile a été emmené intentionnellement, assassiné et son corps soigneusement dissimulé. Les conclusions forensiques, qui pointent vers une manipulation délibérée de la scène de crime, soutiennent fortement cette ligne d'investigation. Ce scénario ouvre la porte à des mobiles bien plus sombres. Étant donné la nature de la disparition et les preuves de dissimulation, les enquêteurs ont inévitablement tourné leur attention vers le cercle le plus proche de l'enfant, la famille. C'est une démarche standard dans ce type d'affaires, mais ici, elle a pris une dimension particulièrement complexe. Le profil de la famille Soleil-Vedovini est particulier. Ils sont décrits comme des catholiques traditionalistes, très pieux et discrets. Le père d'Émile, Colomban Soleil, est un ingénieur avec un passé documenté dans des groupes d'extrême droite comme l'Action française et le Bastion social. En 2018, il a été jugé et relaxé dans une affaire d'agression. La figure du grand-père maternel, Philippe Vedovini, est devenue centrale. Ostéopathe et père de 10 enfants, il est décrit par certains comme austère et rigide. Son passé a été révélé au public pendant l'enquête. Dans les années 90, il a été lié à une enquête sur des violences et agressions sur mineurs dans une communauté religieuse traditionnaliste, Riomont, où il a été entendu comme témoin assisté, un statut juridique en France entre le simple témoin et le mis en examen. Bien qu'il n'ait jamais été formellement accusé, cet historique a établi le profil d'une personne ayant un passé lié à des méthodes de discipline sévères, ce qui en a fait un point d'intérêt pour les enquêteurs. La piste familiale a culminé avec un coup de théâtre le 25 mars 2025. Dans une opération très médiatisée, les grands-parents maternels Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs fils, oncles d'Émile, ont été placés en garde à vue pour des motifs graves, homicide volontaire et recel de cadavres.
Leurs maisons ont été perquisitionnées et des véhicules saisis pour expertise. Cependant, moins de 48 heures plus tard, ils ont tous été libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, faute de preuves suffisantes pour les maintenir en détention. Malgré cela, le procureur a tenu à souligner que cette phase de l'enquête familiale n'est pas encore définitivement terminée. La raison pour laquelle la piste familiale reste active, même après leur libération, réside dans les fissures qui ont commencé à apparaître dans la façade d'unité que la famille projetait initialement. Des écoutes téléphoniques menées par les enquêteurs auraient révélé des désaccords et des tensions entre les parents d'Émile et les grands-parents maternels. Plus révélateur encore, un journaliste de Paris Match a rapporté que la mère d'Émile elle-même, Marie, aurait confié à des proches que le comportement de ses parents était bizarre et que, même si elle croyait toujours en leur innocence, leur attitude la ferait douter. Ce doute apparent venant de la mère de la victime est psychologiquement puissant pour les enquêteurs. Il ne constitue pas une preuve de culpabilité, mais c'est un signal fort que quelque chose au sein du cercle intime présent le jour de la disparition pourrait être anormal, justifiant l'attention continue des autorités. 2 ans après la disparition, l'enquête sur la mort d'Émile Soleil reste officiellement ouverte. L'hypothèse dominante est celle d'un crime de proximité, suggérant que l'auteur connaissait la région et peut-être la famille. La qualification juridique retenue est l'homicide volontaire, bien que la possibilité d'un homicide involontaire suivi d'une dissimulation n'ait pas été définitivement écartée. Les enquêteurs continuent d'analyser les données, de réinterroger les témoins à la recherche de la faille, de la contradiction qui pourrait tout faire basculer. Chaque nouvelle expertise a un coût, mais l'État continue d'allouer les fonds nécessaires, car laisser un tel crime impuni est un prix qu'aucune société ne devrait accepter de payer. Au centre de ce labyrinthe judiciaire se trouve la douleur d'une famille. Les parents d'Émile, Marie et Colombon ont publiquement exprimé leur angoisse et leur besoin de réponse, affirmant que la justice doit être rendue avant que le cas de leur fils ne devienne un simple dossier oublié dans les archives. Leur déclaration, nous continuerons à lui parler, à aller sur sa tombe et à l'aimer, jusqu'à ce que nous le retrouvions, résume la tragédie humaine au cœur de ce mystère. Malgré les avancées forensiques, les questions fondamentales restent sans réponse, en tant les enquêteurs et l'opinion publique. Qui est le ou les responsables du traumatisme fatal et de la dissimulation et manipulation ultérieure des restes d'Émile? Comment? Quelle a été la séquence exacte des événements dans l'après-midi du 8 juillet 2023? Était-ce un acte prémédité ou un accident qui a tragiquement dégénéré? Où se trouvait le corps d'Émile pendant les 9 mois entre sa disparition et la découverte de ses restes? Pourquoi? Quel était le mobile derrière cet acte? Un secret inavouable? Une dispute qui a mal tourné? Un acte de pure malveillance? L'affaire Émile Soleil a commencé avec l'image universellement terrifiante d'un enfant disparu et s'est transformée en un puzzle criminel d'une immense complexité, mêlant sciences forensiques, psychologie familiale et secrets ruraux. Les expertises ont répondu en termes généraux à la question « Que s'est-il passé ?» Une mort violente et une dissimulation délibérée. Cependant, la question fondamentale du « Qui a fait ça ?» reste une blessure ouverte au cœur des Alpes françaises. La recherche de la vérité se poursuit, laissant derrière elle une famille brisée et une nation en attente de réponses qui, jusqu'à présent, reste aussi insaisissable qu'Émile lui-même le jour où il s'est évanoui dans le paysage tranquille du Haut-Vernay. Le mystère d'Émile Soleil reste entier. Quelle est votre théorie? Partagez vos réflexions respectueuses dans les commentaires ci-dessous. Et pour plus de documentaires qui osent explorer les zones d'ombre, n'oubliez pas de vous abonner à Traces perdues. Votre soutien est notre plus grande ressource
et nous permet de continuer à produire ce contenu de manière indépendante.